Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui te remercie. Assis-toi. Franck, on te voit de temps en temps à la télé, tu as plus de 500 000 abonnés sur YouTube, mais finalement on ne te connaît pas tant que ça. Alors parlons un peu de toi, c'était qui le petit Franck? Alors le petit Franck, il vient d'un milieu modeste, très modeste, famille ouvrière, parents travaillent en usine. J'ai été élevé dans un quartier, on va dire, un peu hostile, vers Ménilmontant pour ceux qui connaissent, l'est de Paris. Donc enfance compliquée, dans la rue très jeune, à l'âge de 6 ans. Avec un physique, on va dire, pas ce qu'il y a de mieux pour s'en sortir dans un milieu difficile. Plutôt chétif. Faut savoir quand même, ça a fait rire tout le monde que j'ai été prématuré. Eh ouais, prématuré, on ne dirait pas, mais bon, ça fait souvent sourire. Donc j'avais pas les ingrédients pour m'en sortir facilement dans un milieu où c'est la force qui prime. Donc chétif, un peu fragile physiquement, lié au fait que j'étais prématuré. Ensuite, très timide, je ne sais pas prendre la parole à l'école. J'étais sociable, j'avais des copains. Par contre, je me rendais bien compte que par rapport aux autres, j'avais un physique qui était moindre pour m'affirmer, pour faire en sorte de m'en sortir. Et en fait, tout ça, ça générait un manque de confiance en moi. De la certitude et en me disant mais je vais jamais m'en sortir, donc il faut que je fasse quelque chose pour survivre, parce qu'en fait c'était ça, parce que imaginez bien un physique qui n'est pas adapté à celui de la rue, on va le dire, j'étais pas un prédateur, avec une fragilité, parce que j'étais souvent malade, et aussi une timidité. Donc ça veut dire que intellectuellement et physiquement ça va être compliqué pour moi, donc il reste plus grand chose et forcément ça générait un manque de confiance en moi. Donc il y avait une sorte de mal-être. Et ça a été mon enfance, dès l'âge de 6 ans, j'étais en la rue. Et le sport est arrivé rapidement dans ta vie, je crois. Alors oui, tout à fait. En fait, comme beaucoup de jeunes dans des quartiers difficiles, le sport est un moyen de sortir du contexte, de sortir de la pauvreté, de se faire accepter par le groupe, de se faire reconnaître, un moyen d'être reconnu en fait, aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très jeune, je me suis rendu compte que j'avais des facilités physiques. Alors de par mon père, qui était un ancien athlète de haut niveau. Et je voulais, être reconnu vis-à-vis de lui. Deuxièmement, ce que je voulais, c'est être reconnu du groupe, sortir du groupe. Et le sport était l'outil idéal. Et il s'avère que dès mon plus jeune âge, dès 6 ans, j'ai découvert que j'avais des facultés, de par mes professeurs d'éducation physique, ainsi de suite. Même en école primaire, je me souviens avoir gagné des concours. J'ai toujours été le premier en sport, tout le temps. Alors, pas dans tous les sports. Les sports particulièrement liés sur ce qui était athlétique, athlétisme, sur des choses qui sont liées à la détente. Enfin, j'avais des facultés physiques dans ce domaine, je l'avais tout de suite vu. Alors pour l'anecdote, dès que j'ai découvert que j'avais des facilités, j'ai voulu me mesurer. J'ai voulu me mesurer aux autres pour voir si vraiment j'avais ces facultés. Et c'est là que l'esprit de compétiteur s'est forcément développé et que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Au moins pour le sport, pas pour tout. J'étais toujours aussi timide à l'école. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit mais il faut que j'organise quelque chose pour me mesurer. Il faut que je fédère, il faut que je me confronte aux autres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans un quartier rue de Belleville, que les gens connaissent, qui est un quartier un peu tendu. Et il y avait un terrain vague. Et j'ai commencé à organiser des jeux, des concours. J'ai dit moi je veux mesurer, à qui veut se mesurer avec moi? Et donc il y a un terrain vague, il y a toutes sortes de plateformes, il y a de la boue, il y a tout. Et en fait il y avait un espace qui ressemblait à un espace de saut en longueur. Et en fait j'ai dit moi je vous parie que je bats tout le monde, moi qui saute le plus loin. Et ça commençait à faire. Et il s'avère que je sautais le plus loin. Donc j'avais des copains qui venaient de plus en plus fort, on allait chercher des mecs de partout pour se mesurer. J'étais petit, j'avais 8 ans. Et donc mon père me regardait du haut de la HLM, j'étais en HLM. Et en fait il voyait que j'organisais. Et j'ai vu que j'arrivais à fédérer, j'arrivais à tirer les gens vers moi. Et j'arrivais forcément à être reconnu parce que j'étais le leader, celui qui tirait les autres, qui était un peu la source d'influence. Et puis je gagnais. Donc forcément on dit ouais c'est lui le champion, on va te mesurer avec un tel. Donc tous les petits des quartiers, en fait il y a des gens qui des rues des Pyrénées, de partout, on laisse mesurer et je gagne. Et en fait en gagnant j'ai pris confiance. Et là j'ai dit à mon père en fait ce que je veux c'est pas être champion du quartier, c'est être champion olympique. Donc il y avait Télé 7 jours à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déchiré un poster qui avait au milieu, j'ai mis dans ma chambre, il y avait un gars, donc un champion qui était sur le podium et j'ai dit voilà c'est là que je veux être. Et cette image, je l'ai mis au-dessus de mon lit en fait. Et en fait, tous les jours, je la regardais. Donc matin et soir, quand je revenais, quand je pensais à ça, en fait, je me dis, il faut que je trouve une solution pour aller beaucoup plus loin. Et ce qui est marrant, c'est que c'est important de le dire, c'est que j'ai développé une confiance en moi spécifique liée au sport. Il n'y a que là que j'étais bien, il n'y a que là que j'étais reconnu, et il n'y a que là où je savais que j'allais le meilleur. Je le savais. Par contre, ailleurs, à l'école, j'étais élève lambda. Donc, le sport m'a aidé à me sortir de ma condition, à me faire respecter des autres et surtout me faire reconnaître par mon père.
Voilà. Et c'est de là, en fait, ça a commencé. La structure s'est faite aussi bien mentalement que physiquement. Et donc tu nous dis que ton père était sportif. Donc il a été effectivement recruté au Racing Club de France en semi-pro en football, sport que je n'apprécie pas en tant que sportif, hein, à la télé oui, mais pas en tant que sportif. Et en fait, mon père a une vie assez particulière. C'est autant il excellait en sport, il excellait pas dans la vie. En fait, il était malheureux, frustré dans la vie. Il se réalisait pas, il s'épanouissait pas. Par contre, sur un stade, forcément, ça allait bien. Alors, particularité, c'est que mon père m'a fait comprendre des choses grâce à ce qu'il a vécu. Malheureusement, j'ai pu comprendre que faire du sport, ça suffisait pas. Pourquoi ? C'est qu'il a été recruté parce qu'il avait des facultés physiques en football, au Racing Club de France. Il a été semi-pro et il a fini en usine toute sa vie. À s'ennuyer en usine, à regarder sa montre en disant quand est-ce qu'on termine pour aller faire du sport après. Donc là j'ai dit ça va pas être ma vie, c'est pas ce que je veux, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Parce qu'à l'époque on gagnait pas d'argent comme maintenant avec le football. Et mon père donc a fait du football jusqu'à 17 ans et demi, et à 17 ans et demi il a attrapé un virus qui l'a couché, qui l'a paralysé. Alors comment expliquer ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en étant paralysé, donc il s'est passé des choses dans sa tête, il n'y avait pas les avancées de la médecine comme maintenant. Il a été paralysé, le seul moyen pour s'en sortir, donc, c'est d'être soigné dans un premier temps et de se faire rééduquer. Il a été rééduqué par le vélo. On a dit le seul moyen, c'est de se rééduquer par le vélo. Et ils ont dit par contre, vous ne remarcherez pas comme les autres. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait deux solutions. Soit il disait, la vie s'arrête, c'est comme ça, je serai paralysé, je ne marcherai pas, et puis voilà. Ou alors, je m'en sors. Donc il a dit, je vais utiliser le vélo comme outil pour refaire travailler les membres inférieurs et arriver à marcher presque normalement. Et je vais faire de l'accordéon pour pouvoir en vivre. Je vais être accordéoniste parce qu'on peut être assis, je peux en vivre. Voilà. Et donc ce virus a disparu. Il a eu de la chance, il a été soigné, il est complètement parti. Et donc il a continué le vélo parce qu'il a trouvé sa passion dans le vélo, c'est ce qui l'a sauvé. Il y avait un lien fort, il y avait un ancrage évidemment. Donc le vélo, il a pris, il s'est conditionné, il a fait de plus en plus, il est devenu bon, même très bon, puisqu'il a gagné beaucoup de compétitions. Il a continué jusqu'à son décès, puisqu'il est décédé sur son vélo. Ce qui est assez paradoxal. Ouais. Donc il avait toute une carrière dans le vélo, et à côté, il a continué l'accordéon, parce qu'encore une fois, il a créé un lien très fort avec cet outil qui aurait pu lui permettre d'en vivre, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Il avait comme passion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il avait deux solutions. Soit il restait couché et il disait comme ça, la vie s'arrête, et puis de toute façon, j'ai pas de chance, j'ai des galères, j'aurais pu être pro et faire comme beaucoup de gens, ce que j'appelle des perdants, des gens qui ne prennent pas leur vie en main. Soit je me bats, j'utilise un sport pour me rééduquer et j'utilise un outil qui est l'accordéon pour manger, pour vivre. La chance qu'il a eue, c'est qu'il s'en est sorti. Ça veut dire qu'en fait, quand on commence à se passionner pour quelque chose, quand on commence à s'investir pour se focaliser, qu'il y a une question de survie, qu'on a vraiment envie d'obtenir un objectif, d'atteindre cet objectif et qu'on met tous les moyens, on y arrive. Et du coup, pourquoi la musculation et les sports de combat ? Alors, la musculation dans un premier temps, je l'ai pratiquée à l'INSEP, parce qu'on en parlera, je suis rentré très jeune à l'INSEP, donc dès l'âge de 12 ans, 13 ans, donc c'est du gainage à l'origine, puis après je suis petit à petit en progressant, en grandissant, j'étais plus vers les poids et haltères. Donc la musculation c'était un outil pour être plus fort, plus performant dans le sport. Après je me suis plus orienté vers le côté esthétique, bodybuilding et concours de force. Donc en fait ça a été un outil et après c'était un moyen aussi de m'affirmer physiquement, de dégager l'image de l'homme fort, l'homme puissant, celui qu'on n'a pas envie d'ennuyer dans la rue. Donc c'était plutôt ça. Voilà. Après il y avait une orientation qui était différente. Après pour les sports de combat, c'est très simple, la réponse voilà tout de suite. Là où j'étais, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas costaud, quelqu'un qui ne savait pas se battre, dans un milieu hostile, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche des outils pour se défendre. Donc j'ai commencé les sports de combat, les divers sports de combat, je les ai commencés comme ça, en fait, pour apprendre à me défendre, pour m'en sortir. C'est très simple. C'était même pas par passion, c'était par besoin. Besoin de persévérance, de volonté, de concentration. Je ne vais pas tous les lister, il y en a tellement. Mais en fait, je retrouvais toujours le même mode de fonctionnement. C'est qu'à l'intérieur, quelle que soit la discipline, on retrouve toujours des piliers, des fondamentaux qui sont nécessaires pour réussir. On en parlera après, mais c'est tout le temps. Et tu as fait des performances, de la compétition. Finalement, pourquoi tu voulais être champion ? Alors c'est très simple. Qu'est-ce qu'on voit en champion ? On voit quelqu'un qui est adulé, quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui a des connexions, qui a un réseau. C'est le roi. Le champion, c'est le roi. Moi, je suis monté sur un podium. Quand tu es en haut du podium, tu es le roi du monde. Ça ne dure pas longtemps, mais tu es le roi du monde. Et si tu sais après exploiter un peu ce que tu as pu acquérir et l'environnement, en fait, encore une fois, tu t'épanouis puisque tu es reconnu. Donc en fait, le fait d'être champion, c'est le fait de sortir de la masse, sortir de sa condition modeste, c'est s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Et tu es arrivé jusqu'à quel niveau ? Donc j'étais à l'INSEP
Brett Rassen, l'usine à champions, comme on dit. D'ailleurs, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps à la télé. J'ai obtenu des titres départementaux, régionaux, interrégionaux, nationaux, en athlétisme, sur longueur, triple saut. Ensuite, j'ai obtenu quelques titres en musculation, en powerlifting, on appelait ça à l'époque. Et j'ai même eu un tout petit titre en bodybuilding. J'ai été élu au Santé et Sport, j'étais jeune. Là, on était dans l'esthétique. En fait, j'ai vraiment obtenu des titres dans diverses disciplines sportives, évidemment. Et parce qu'en fait, je ne voulais pas me concentrer sur une discipline, je voulais un peu voir ce qui se passe à droite à gauche et me tester, encore une fois, pour rencontrer les meilleurs et apprendre des meilleurs. Franck, peux-tu nous expliquer quel sport de combat et arts martiaux as-tu pratiqué avant le pencak-silat? D'accord. Alors, il faut savoir que j'ai commencé les sports de combat et arts martiaux juste après avoir été remercié de l'INSEP pour une blessure très grave au dos. Ils ne prennent pas de risque, usine à champions, je faisais partie des faibles, donc garde pas les faibles. Donc on m'a mis dehors. Donc là, gros traumatisme pendant 6 mois. On pense qu'on va être champion olympique, on n'est plus rien, on est comme tout le monde et ça on n'accepte pas. Donc j'ai commencé les sports de combat par hasard. J'ai commencé par la boxe française. Donc après la boxe française, j'ai attaqué la boxe anglaise. Après l'arrivée de la boxe thaïlandaise, en 1979 je crois, j'ai commencé. Boxe thaïlandaise, le Muay Thai. Après j'ai testé les sports de combat divers et variés, boxe américaine, full contact. Après j'ai été sur les arts martiaux, karaté Kyokushinkai, j'ai travaillé Viet-Bo Dao et ainsi de suite. J'ai vu quand même que j'étais plus porté vers les sports de combat que les arts martiaux. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je n'avais pas envie de faire une carrière dans les sports de combat. J'ai fait des combats, mais j'avais pas les mêmes sensations qu'en athlétisme. J'avais pas ce besoin de compétition. J'avais plus ce besoin comme outil pour être plus performant dans ma vie de tous les jours, pour me défendre. Avec tout le travail derrière qu'on conçoit, c'est la concentration, la volonté, le fait d'accepter les coups, le fait de travailler sa détermination, sa concentration, sa précision. C'est ça qui m'intéressait, mais pas la compétition. C'est ça qui est assez bizarre. Et pourquoi as-tu choisi de te spécialiser dans le pencak-silat? Alors pourquoi le pencak-silat que j'ai commencé en 1984, faut le dire, qui était très peu connu à l'époque, en fait ça correspond tout à fait à ma philosophie de vie. C'est travailler ses capacités physiques. D'accord, je ne vais pas tout lister, mais la vélocité, la rapidité, la précision, la puissance et ainsi de suite. Ensuite, on travaille ses facultés mentales. Donc là, je parle de détermination, de concentration, de visualisation, de méditation. Et la santé. On ne délaisse pas la santé. En fait, c'est un martial qui est dur, mais qui n'est pas traumatisant sur le plan physique et psychologique. Donc en fait, on peut durer longtemps et pratiquer longtemps sans se blesser. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui me permet, à mon avis, de s'épanouir dans la vie, on le retrouve dans le penchak. Pour moi, c'est vraiment un art de vivre et un art de pouvoir développer son potentiel, qu'on peut exploiter, on en parlera après, dans sa vie de tous les jours. Alors justement, tu parles beaucoup de la préparation mentale et physique. Explique-nous un peu pourquoi et quand as-tu commencé à t'y intéresser? Alors quand très jeune, puisque la préparation physique, j'ai commencé à l'INSEP, donc j'avais environ 13 ans. D'accord, donc là, j'ai compris tout de suite l'intérêt de bien se préparer physiquement pour être meilleur, pour ne pas se blesser et pour durer. La notion de performance, il faut être clair, la préparation physique c'était pour la performance, pas pour le bien-être. Là, c'est l'usine à champions, encore une fois. Et la préparation mentale, alors beaucoup plus tard, c'est quelque chose qui n'était pas abordé à l'époque, qui l'est maintenant. Le mental, entraîne-toi, durcis-toi, voilà. La méthode Coué, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas vraiment quand on va plus en profondeur. Par contre, à l'âge de 18 ans, là j'ai pensé à ce que mon père avait vécu, j'ai pensé à ce qui se passait sur un stade et j'ai vu qu'à niveau égal, ce qui fait la différence, c'est le mental. J'ai vu qu'à l'école, tu peux apprendre tous les textes du monde, si tu perds tes moyens quand tu vas au tableau, quand tu es devant la maîtresse ou quand le professeur, ça vaut rien. J'ai vu des gens qui étaient brillants à l'écrit, qui ne s'en sortaient pas à l'oral. Je me suis dit, mais dans la vie, tu vas tout le temps être dépendant des autres, tu vas toujours devoir parler aux gens, tu parles à tes enfants, tu parles à ta femme, tu parles à ton copain, tu parles à ton patron, tu parles tout le temps, tu vas t'exprimer en public, mais si j'ai pas ce mental, si j'ai pas la détermination, si je suis pas capable de me rendre plus fort mentalement, mais je pourrais pas m'épanouir dans la vie, ça va bloquer, ce qui s'est passé d'ailleurs avec mon père. Donc ce qui veut dire que le mental, très rapidement j'ai vu que je n'aurais pas les réponses à mes questions à l'école, je les aurais pas, même si je fais des études supérieures, je ne les aurais pas à l'INSEP, je vais devoir aller les chercher. Donc qu'est-ce que j'ai fait à 18 ans? J'ai économisé en allant porter les sacs de ciment en haut d'un bâtiment, je travaillais comme manœuvre, j'ai gagné de l'argent, j'ai poussé des rolls, j'ai fait plein de métiers, j'ai bossé partout en usine pour récolter de l'argent pour me payer des cours de sophrologie. Parce que c'était à l'époque on en parlait beaucoup. Donc j'ai pris mes premiers cours de sophrologie, j'étais voir un sophrologue, j'ai dit voilà,
Je veux devenir performant mentalement, je suis performant physiquement, mon cerveau devienne une arme fatale, une arme redoutable pour aller plus loin. Parce que je savais que physiquement tout allait bien, mais que le mental, c'était pas forcément ce qu'il y avait de bien. Étant curieux de nature, j'ai dû économiser petit à petit, j'ai pris des cours d'auto-hypnose, des cours d'hypnose, des cours d'EFT, j'ai même pris des cours sur la méthode Coué, du training autogène. J'en ai tellement à vous dire que je ne vais pas tous les lister. En fait, j'ai cherché tous les outils comme une boîte à outils. J'ai tel tournevis, tel type de support. En fait, j'ouvre ma boîte et j'ai plein d'outils actuellement parce qu'en fait, j'ai été curieux à chaque fois de toujours trouver quelque chose qui va compléter ma formation. La curiosité, l'envie de comprendre, de savoir comment fonctionne le cerveau. Donc jusqu'à maintenant, de 18 ans à maintenant, je n'ai cessé de me former dans toutes les disciplines possibles, physiques et mentales. Voilà comment ça s'est fait. Franck, quelle importance attribues-tu au mental dans la réussite et dans la vie en général? Alors ma réponse va peut-être paraître excessive, 90% dans la vie, que ce soit d'un sportif ou la vie d'un homme lambda qui veut réussir sa vie, c'est 90%. En fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte, mais il faut de la motivation. Il faut s'affranchir des idées reçues, il faut être capable de s'affranchir du regard des autres, il faut avoir envie de gagner, il faut savoir que l'échec, ça fait partie de la vie, c'est de l'apprentissage. Il faut être capable de mettre sur le côté des idées reçues, des dogmes. Il faut savoir que ce qui est impossible maintenant sera possible, si vous voulez. En fait, il y a plein de choses qui font que tout est basé sur le mental. Vous prenez un athlète de haut niveau, si ce jour-là, il n'a pas le mental, il perdra. Vous prenez un leader, si ce jour-là, il n'est pas en confiance et qu'il sent qu'il n'est pas au top de sa forme et ce qu'il a à dire, il n'est pas en adéquation avec ses valeurs, ça ne marchera pas. Un vendeur qui ne croit pas en ce qu'il vend, ça ne fonctionnera pas. En fait, tout est basé sur le mental. Vos enfants, s'ils ne croient pas en vous, ça ne fonctionnera pas. Tout est basé sur le mental. Alors Franck, quelle technique as-tu utilisée pour arriver où tu en es, tant sur le plan physique que sur le plan personnel? D'accord. Alors, elle est compliquée la réponse parce qu'en fait, j'ai pas utilisé une technique. Il n'y a pas une technique, la technique miracle, la technique magique comme la pilule magique, ça ne fonctionne pas. En fait, j'ai utilisé un ensemble de techniques. Comme l'ouvrier va ouvrir sa boîte à outils et va utiliser un ensemble d'outils par rapport à ce qu'il va rencontrer. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les techniques, les stratégies, les outils que j'ai utilisés aussi bien physiques que mentaux, qui sont liés aux relations que j'ai eues avec mes coachs, les relations que j'ai eues avec les fédérations, les relations que j'ai eues avec les télés, dans le domaine du sport, en fait, je les ai transposés dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle. Et en fait, on se rend compte que c'est les mêmes fondamentaux. Il faut juste modifier quelques paramètres. En fait, quelqu'un qui a compris comment on pouvait gagner, alors quand j'entends gagner, c'est s'épanouir dans sa vie, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas forcément avoir une grande profession, mais celui qui a compris comment il fallait fonctionner pour se réaliser, il peut transposer ça dans tous les domaines de la vie. Aussi bien dans le relationnel, qu'en éduquant ses enfants, qu'en montant en business, qu'en étant dans une société et en cherchant à gravir les échelons. Ce sont les mêmes stratégies. Donc c'est basé sur 4 paramètres. 1. Avoir un mental fort, déterminé, gérer son stress, pouvoir résister à la pollution extérieure, parce que c'est pas facile dans le monde de la compétition. Avoir un corps solide. Ensuite, ce qu'il faut avoir, c'est confiance en soi. 90% des gens n'ont pas confiance en soi. La confiance en soi, c'est la réussite. C'est indispensable. Et enfin, dernière chose, on en parle très rarement, c'est être excellent sur le plan relationnel. Pouvoir évoluer dans tous les milieux, pouvoir s'affirmer, pouvoir se réaliser, pouvoir s'imposer, pouvoir fédérer. Tout ça, c'est les 4 fondamentaux indispensables pour réussir sa vie. Et on les retrouve en sport, dans le business, dans sa vie personnelle et même au quotidien en allant faire ses courses. Je sais que tu entraînes beaucoup de monde en privé. Quelle méthode utilises-tu actuellement avec tes élèves dans leur coaching? Je n'utilise pas une méthode. Plusieurs méthodes, en fait, parce qu'en fait, j'ai affaire à des gens qui ont des profils différents, avec une méthode qui va fonctionner au mois de septembre et pas au mois de décembre. Pourquoi? Parce que le corps va évoluer, le mental va évoluer, les gens évoluent. Parce que en fait, les gens n'ont pas tous les mêmes objectifs, n'ont pas tous aussi la même énergie à un moment donné. Donc moi, je dois m'adapter. Le bon coach est celui qui s'adapte. Donc en fait, c'est là que c'est important. L'expérience va beaucoup jouer. L'empirisme va prendre une place importante puisqu'en fait, je parle de partenariat parce qu'on avance ensemble. Moi, je ne peux pas faire comme je vois dans certains clubs où on liste, tu feras 3 séries 10, 4 séries 10, ça ne se passe pas comme ça. La personne 1, elle ne veut pas comprendre, elle va évoluer, ça va changer. Ce qui est valable le lundi n'est pas valable le vendredi. Donc en fait, ce n'est pas possible, il faut s'adapter en permanence, dont l'intérêt d'avoir beaucoup d'expérience. Parce qu'en fait, forcément, on a la solution. Il suffit d'ouvrir la boîte et on a l'outil qui lui correspond.
Peux-tu me raconter une belle histoire que tu as vécue lors d'un coaching? Alors l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire, une des plus touchantes, c'est une des plus belles de réussite dans ma carrière de coaching, une des plus belles qui m'a touché et qui, c'est bizarre ce que je vais dire, mais qui m'a fait prendre conscience qu'elle vaut toutes les médailles du monde. Pourquoi? Parce que j'ai donc un jour, une dame m'a téléphoné, une dame qui était assistante sociale, pour me dire voilà, j'ai un problème physique et je voudrais faire en sorte que je vive mieux ce problème. Mais moi, je n'avais pas idée du tout de l'intensité du problème, de la problématique. Et je dis, on va se rencontrer comme je le fais avec tout le monde. Je fais toujours une heure de bilan où j'apprends à connaître la personne aussi bien physiquement, psychologiquement, et après voir si c'est en adéquation avec son objectif. Cette dame, elle arrive, je vois une petite dame un peu ronde, d'une quarantaine d'années, plutôt souriante. Et elle était donc, c'était l'élan sportif de Montreuil, je me souviens bien, et elle me dit, 8h du matin, avant d'aller travailler, on se donne rendez-vous. Cette dame, je la rencontre, elle me dit, est-ce qu'on peut parler? On va boire un café, là où je vais toujours. Et puis elle me dit, voilà, mon corps est complètement brûlé, intégralement brûlé. Et je ne le voyais pas parce que je voyais que la partie du visage, c'était l'hiver. Et donc là, incroyable, elle se met en tenue de sport, donc bas de survêtement et t-shirt. Et là, je vois effectivement le corps intégralement brûlé, avec le visage qui était préservé, même au niveau des pieds. Et là, honnêtement, j'ai un moment d'émotion et je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Mais elle me dit, voilà, je voudrais que tu me permettes de pouvoir avoir les gestes, l'amplitude des gestes de quelqu'un de normal, pouvoir me peigner normalement, pouvoir faire ça avec mes bras. Et moi, je lui dis, je ne suis pas docteur, il faut aller voir un dermatologue, il faut aller voir quelqu'un pour qui c'est le métier. Moi, je suis coach, je peux t'aider à maigrir, grossir, t'étirer. Mais elle me dit, figure-toi que les dermatos ont dit, j'ai fait le job, les kinés ont dit, on a fait le job, et voilà. Donc en fait, elle attendait quelqu'un qui puisse la prendre en main et l'aider à vivre mieux son quotidien. Puisque même les gestes du quotidien n'étaient pas faciles pour elle. Donc là, j'ai pris un peu de recul et j'ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir. J'ai jamais eu ce cas de figure. Il faut rester toujours humble par rapport à ça et pas faire monsieur je sais tout. Et là je me suis dit comment je vais faire. Donc j'ai la chance de connaître beaucoup de monde dans le milieu médical. J'ai appelé, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire. Ils m'ont dit t'inquiète pas, la peau est élastique, tu vas pouvoir faire ça, fais-le avec précaution. Donc j'ai pris conseil auprès de professionnels de la santé. Et là j'ai mis en place un programme. Et là, c'est encore une fois, ce qui m'a plu, c'est comme la sculpture. On a un bloc et on sculpte petit à petit, on se rapproche du détail. Et là il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas la laisser comme ça. Et là, je me dis, un bon coach, c'est un gars qui s'adapte. C'est pas celui qui prend que les cas faciles. Entraîner la tête de haut niveau, c'est presque simple. Par contre, là, on parlait sur un cas délicat que je n'avais jamais eu. Donc pour moi, c'était un challenge. Et puis, je voulais absolument l'aider. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, écoute, demain, tu viens à 6h du matin. Très peu de gens seront coachés à 6h du matin. Quelle volonté il faut avoir. C'était l'hiver. Effectivement, à 5h40, elle était devant la porte. Elle a dit, c'est la première séance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par des étirements. J'ai vu effectivement les grosses difficultés. Et j'ai vu tout de suite qu'elle avait la volonté. Donc elle a pleuré. Toutes les séances, elle a pratiquement pleuré au début parce que c'était dur physiquement et dur mentalement. Elle était confrontée à un mal-être. En fait, chaque fois, ça la ramenait à la brûlure. Forcément, il y a l'image sûrement de ce qu'elle a vécu qui était difficile. Donc je devais travailler à chaque fois sur le mental et le physique. Et ça m'a plu. Ça m'a plu et on a avancé comme ça au fil des semaines. Et au bout de 3 mois, elle arrivait à avoir l'amplitude de quelqu'un de normal. Au bout de 3 mois seulement, avec des exercices bien calculés, elle a réussi à trouver l'amplitude qui permet d'avoir une vie normale. Et ensuite, elle m'a dit, maintenant, je veux changer. Et là, elle m'a dit, je veux maintenant maigrir. Je voudrais retrouver le corps que j'avais à l'origine, parce que forcément, le stress a généré du cortisol qui a fait grossir. Et là, j'ai travaillé sur le physique. Elle a perdu 10 kilos. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, elle a voulu inscrire son gamin. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait une souffrance physique liée à ce qu'elle a, une souffrance mentale, pas confiance en elle, et une souffrance dans son environnement. Là, je parle de son environnement affectif. Et donc, je me suis dit, et son enfant notamment, je me suis dit, mais il faut que tu changes tout ça, c'est pas possible. Et en fait, ce qui a été rigolo, c'est qu'en commençant par le physique, elle a changé son mental, elle a changé son environnement. Maintenant, c'est quoi? C'est une jeune femme qui n'avait pas confiance en elle, qui n'était pas à l'aise dans son amplitude de geste, qui avait une souffrance psychologique. Maintenant, elle a viré, je veux dire vulgairement, viré son bonhomme qui était désagréable avec elle. Elle a reconstruit sa vie dans le sud de la France. Son enfant s'est épanoui, elle est heureuse. Alors Franck, dis-nous pourquoi as-tu envie de partager ton savoir et tes connaissances? Alors je vais t'épater, mais en fait, il faut savoir qu'on est programmé pour partager ses connaissances. C'est ce que les parents font avec les enfants, c'est ce qu'on fait naturellement, on a envie de partager, simplement les gens l'ont oublié. Donc chez moi, c'est inné. C'est inné, mon père était comme ça, j'étais comme ça. Dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à donner des cours aux petits à 10 ans, parce que c'est comme ça. J'ai même pas réfléchi, c'est fait naturellement. Comme on est naturellement programmé pour certains pour fédérer. Donc moi c'est naturel. Ensuite, moi je vais être honnête, quand je partage, je m'enrichis. Quand je partage, il y a un retour, il y a le remerciement, il y a la gratitude. Moi, ce que je ressens, ça m'oblige à m'améliorer.
aller chercher les informations quand je ne les ai pas. Et honnêtement, quand je rencontre quelqu'un dans la rue qui me dit « Ouais, j'ai vu votre tuto, c'est génial, j'ai vu la formation, je me suis mis au sport », bien, ça m'a beaucoup aidé, moi je suis content. Encore une fois, ça vaut les meilleures médailles du monde. La médaille, c'est quoi? C'est une reconnaissance par rapport à une performance. Mais là, c'est autre chose. Avec les formations que je fais en ligne, avec ce que je fais en one-on-one, les gens me disent « J'ai changé ma vie », je les vois se transformer. Et en plus, dans la rue, c'est super marrant de voir un gamin qui me voit en disant « Ouais, j'ai pris le goût du sport », quelqu'un qui dit « J'ai maigri grâce à vos tutos », c'est super gratifiant. Donc je pense que je suis naturellement programmé, comme nous tous, que j'ai particulièrement des facultés dans ce domaine et je prends du plaisir. Je prends plus de plaisir aussi à faire un cadeau qu'à le recevoir. Alors on sait que sur ta chaîne YouTube, tu proposes des centaines de tutos gratuitement, mais pourquoi certaines formations restent payantes? Alors c'est une très bonne question, je suis très à l'aise avec. Alors il faut savoir que la gratuité, c'est quelque chose de particulier. C'est que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi qu'il y a des études qui ont été faites dans tous les domaines, que ce soit en psychologie, dans des conférences ou ailleurs. Quand on donne quelque chose gratuitement à quelqu'un, je l'ai testé avec mon entourage, les gens ne s'investissent pas. Ils ne mettent pas de valeur d'ailleurs, ils ne s'investissent pas. Et il y a une notion de valeur morale. Quand on a payé, quand on a investi, c'est qu'on a envie de bouger. Quand ça vient facilement, en fait, il n'y a presque pas d'intérêt. On voit l'eau et l'air, on en consomme tous les jours, c'est naturel. Par contre, l'or, on va payer, parce que c'est rare. En fait, c'est un peu ça. Donc, il faut vous investir moralement et financièrement. Après, il ne faut pas tout mettre dans l'excès financièrement. Alors maintenant, il faut savoir aussi autre chose. Ça, c'est l'aspect psychologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vendre, c'est permettre de bouger vos fesses. Moi, je vois ma fille, quand je lui achète des belles chaussures et que c'est cher, elle en prend soin. Quand c'est les trucs qu'elle va acheter le soir, elle fait n'importe quoi avec. C'est pareil. Et on est tous foutus de la même manière. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que j'ai une équipe. Il ne faut pas croire que Franck Ropers, quand il fait une vidéo, il est seul. J'ai une grosse équipe. Des gens qui travaillent durement, qui ont une famille à nourrir aussi. Donc en fait, j'ai besoin de payer ces gens, il faut payer. Et c'est pour ça qu'il y a des gens en fait qui souvent disent moi je fais tout gratuit. Et c'est les mêmes qui vont critiquer derrière, parce qu'après ils disent je m'en sors pas, je peux pas payer mes charges. Donc eux ils sont malhonnêtes, puisqu'ils ne peuvent même plus payer les gars qui bossent pour eux et les fournisseurs. Donc en fait ils sont pris au piège. Moi ce que je veux c'est être très clair par rapport à ça. C'est payant certes, les prix sont corrects. Je sais très bien ce que je fais parce que j'ai du recul. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui suivent ces formations et je leur dis c'est pas acheter, c'est investir. Là, on investit sur son futur, on investit sur un changement, sur la capacité à mieux vivre, sur l'exploitation de son potentiel, sur être heureux. Investir sur le bonheur. Mais moi, je mets des milliers d'euros sur le bonheur. Et après, je vais dire une phrase qui est difficile à entendre, mais qui est la vérité. Je le dis à tous mes élèves. Il y a des gens qui me disent 300 euros, c'est cher. 300 euros, c'est une conférence à vie. 300 euros, c'est quoi? C'est 1 euro, même pas 1 euro par jour. C'est moins cher qu'un café. Quand on voit que le paquet de cigarettes est à 7 euros, c'est 7 fois plus cher qu'une de mes formations. Sauf avec votre formation, je vous assure, je vous promets qu'il y aura un changement. Je promets aux gens qu'il y aura un changement s'ils appliquent scrupuleusement ce que je dis avec méthode, puisque je l'ai fait, d'autres l'ont fait, donc c'est qu'ils peuvent le faire. Avec les cigarettes, c'est 7 fois plus cher, sauf que là, ils vont dans le trou puisqu'ils vont attraper un cancer du poumon. Donc quand j'entends des gens qui disent c'est trop cher, en fait c'est des gens qui ne veulent pas changer. Parce que c'est les mêmes qui vont mettre 7 euros dans un paquet de cigarettes, alors pour 1 euro par jour, ils vont changer leur vie. C'est qu'ils ne veulent pas changer. Et là, je ne peux rien faire pour vous parce qu'on est l'acteur de sa vie, on est l'acteur de ce qu'on veut devenir, on est l'acteur de ce qu'on veut donner à ses enfants. Effectivement, si les parents ont une image de perdants, qui sont là en train de cloper toute la journée alors qu'ils ne veulent pas investir dans une formation à 1 euro par jour, ils ne changeront pas leur vie, ce qui ne changera pas celle de ses enfants. Les enfants ne changeront pas puisqu'ils vont avoir quoi comme repère? Quelqu'un qui fume et qui n'avance pas dans la vie. Moi, je préfère investir parce que moi, j'ai beaucoup investi dans les formations, mais je retourne sur investissement, aussi bien sur le plan financier que sur le plan mental. Et encore une fois, il faut s'en rappeler, on est l'acteur de sa vie. C'est à nous de changer notre vie. Donc, payer 300 euros, 1 euro par jour, c'est rien du tout. Voilà ce que je voulais dire, c'est important. Alors Franck, quels sont tes futurs projets et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors mes collaborateurs vont un peu rigoler puisqu'en fait j'ai un projet à la minute. En fait je passe ma vie à avoir des projets parce que je me lève le matin, j'ai un projet, ma vie c'est les projets, voilà. Donc ce que je peux dire c'est que je ne vais pas lister tous les projets, j'en ai tellement. Mon idée, ma philosophie c'est de partager le plus possible mes connaissances pour que le plus de monde soit touché et puisse améliorer leur vie. En fait ce que je veux c'est faire de plus en plus de vidéos, que les gens partagent de plus en plus de vidéos pour que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que je vous rappelle que 80% de mes vidéos sont gratuites.
tuto gratuit. Donc si ça peut leur faire prendre conscience qu'on peut changer tout ce qu'on veut dans la vie, ce qui était impossible, ce qui paraît impossible pour eux peut être possible, mais que simplement, il faut simplement avoir la méthode. Donc le coach est là pour ça, la motivation, ça gêne, il y a des techniques pour augmenter la motivation, et ensuite il faut le matérialiser, le faire. Donc mes projets, c'est vous aider à comprendre le process pour accéder à ce qu'on veut, réussir sa vie, parce que chacun a des vœux différents et des objectifs différents. Simplement ça. Alors quels sont selon toi les fondamentaux pour réussir sa vie? Alors il y en a 4. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est avoir un mental fort. Mental fort, hein, parce que c'est la volonté, la détermination, c'est comment je pourrais dire, la capacité à mobiliser toute son énergie pour accéder à un objectif. C'est gérer son stress, gérer les conflits, ça c'est le mental, je l'ai dit, 90%. Ensuite, il y a un corps fort, parce que malheureusement, il y a un lien très fort entre le mental et le physique. Si on a un mental faible, ça a un impact sur la physiologie. Pour le physiologique, ça a un impact sur le mental. Donc le physique fort, c'est avoir un physique en bonne santé, être fort, être puissant, être en mode dynamique, et aussi avoir une bonne santé, c'est à l'intérieur, qui est en bon état, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, et ainsi de suite. Ensuite, avoir confiance en soi. 90% des gens, encore une fois, n'ont pas confiance en eux. Il faut travailler sur l'estime de soi, sur plein de choses qui sont liées à des croyances limitantes qu'il faut évacuer. Il y a plein de techniques pour ça d'hypnose, que je connais très bien. Et ensuite, très important, c'est la capacité à évoluer dans tous les milieux, c'est le relationnel. La capacité à travailler sur le verbal, le non-verbal, sur le ton, enfin la façon dont on va se présenter, la façon dont on va donner la meilleure impression pour avoir accès à une promotion, pour avoir accès à une information, pour avoir accès à des formations, pour pouvoir simplement évoluer facilement dans le milieu des amis, pour se faire des amis, enfin le relationnel dans la globalité. Ce sont toujours les mêmes techniques. Donc c'est les 4 piliers sur lesquels je travaille et il faut travailler. Tout est basé là-dessus, il n'y en a pas d'autre. Alors penses-tu que tout le monde puisse réussir dans sa vie personnelle, que ce soit dans le sport, dans son travail ou dans sa vie familiale? C'est une question qui revient souvent. Beaucoup de gens doutent de leur capacité, doutent de leur capacité à réussir. Et je vais leur répondre simplement que, encore une fois, on s'entraîne à réussir. C'est un entraînement, comme on entraîne ses muscles. Regardez autour de vous, il y a des gens qui sont partis avec, on va dire, des terrains plus que défavorables. Le premier, c'est celui qui est en face de toi. Il y a des gens qui sont partis et qui malheureusement sont nés sans bras, sans jambes. Il y en a qui ont traversé la Manche. Il y a des gens qui sont dyslexiques d'origine, qui ont écrit des livres, il faut le savoir, qui sont auteurs d'ouvrages. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont devenus chefs d'entreprise à la tête de 2-3 000 personnes. Il y a des gens qui se sont fait jeter de groupes musicaux, qui sont à l'heure actuelle à la tête des leaders d'un groupe. Il y a des gens, Aznavour notamment, à qui on a dit il ne sait pas chanter, il est trop petit, il n'a pas de charisme, on a vu sa carrière. Il y a des gens qui se sont fait jeter d'écoles de cinéma, qui sont à la tête de grosses structures, qui sont connus dans le monde du cinéma. Des athlètes, Michael Jordan, il est souvent cité, il s'est fait jeter de la première équipe de basket, on voit ce qu'il est devenu. Des gens transformés, je vous en cite des milliards. Il y a des gens qui étaient pauvres, qui ont récupéré des balles de golf, qui sont à la tête maintenant, qui sont patrons de clubs de golf, d'accord, pour récupérer des balles de golf pour les vendre, pour pouvoir se payer des cours de golf. Enfin, il y a tellement de trucs, je ne vais pas les raconter parce que ça fait toujours rêve américain, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu plein de gens transformés, j'ai transformé des gens. Mais c'est eux qui sont transformés. J'étais que le guide, j'ai donné les outils. Maintenant, ils ont la boîte, ils savent faire, ils n'ont plus besoin de moi. Mais en fait, ils sont transformés. J'ai vu des gens, j'ai revu 2 ans après, je fais waouh, des femmes, des hommes, j'ai dit t'as changé. Après, il m'a dit ça y est, j'ai pris ma vie en main, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris comment ça marche. Les 4 fondamentaux, ils ont travaillé sur les 4 fondamentaux dont on a parlé et ils ont développé. Tout le monde peut changer. Maintenant, il ne faut pas rêver. Je ne peux pas devenir président de la République, il n'y en a qu'un. Être champion du monde de tennis de table ou de patinage artistique, ça va être compliqué à mon âge. Mais tout le monde a un talent. Comme je dis, dans chaque homme, il y a un gagnant qui s'ignore. Vous avez tous un talent. Tout le monde a un talent. Il faut juste le chercher. Après, vous allez vous passionner. Forcément, vous allez être bon. Vous allez vous passionner dans là où vous êtes bon. Et puis, vous allez créer un réseau et vous allez vous faire connaître et vous allez vous éclater. Le pire des trucs, c'est presque se faire plaisir en disant ma condition de MERDE, c'est celle-là, je serai toujours comme ça, je m'en sortirai pas, tout est compliqué, être dans le négativisme. Par contre, celui qui dit voilà, ma condition actuelle, elle ne me plaît pas, il faut que je trouve une solution, qui prenne une feuille blanche, il liste ce qu'il sait faire. Il va se rendre compte qu'il y a plus de qualités que de défauts et qu'il y a plus de choses qui lui plaisent, qui lui déplaisent, qui travaille sur ce qu'il a envie de faire, qui le développe, il va s'entraîner à le développer et l'entraînement qui va faire qu'il va devenir un champion de sa discipline, de la matière dans laquelle il évolue. Tout le monde peut réussir, tout le monde. Franck, as-tu un message pour tes fans?
Donc j'ai beaucoup de choses à dire à mes fans, mais si j'avais qu'une chose à dire, et là je m'adresse à vous les fans, ceux qui nous suivent depuis très longtemps, qui nous ont permis d'arriver à 550 000 abonnés, on les a même dépassés, qui nous suivent sur Facebook, sur les forums, ainsi de suite, je vous dis merci. Pourquoi merci? Parce qu'en fait, le travail que je fais, les informations que je diffuse, en fait, elle ne sera rien sans vous, puisque c'est le fait que vous partagiez, le fait que vous fassiez bénéficier le plus de gens possible qui fait que c'est connu. C'est grâce à vous, mais c'est que grâce à vous. Moi, encore une fois, je ne suis que le guide, je suis que le support d'information, de par mon expérience, de par les connaissances, de par les cours que j'ai eus. Moi, je diffuse ce que je sais. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais si vous n'étiez pas là pour diffuser, en fait, ça tomberait. Comme j'ai toujours, le meilleur entraîneur du monde, le meilleur champion du monde dans une cave, il fera rien. Et vous me permettez justement de sortir de cette cave pour diffuser l'information à tout le monde. Et encore une fois, il y a plusieurs choses. Pourquoi je vous dis merci? C'est que merci par rapport à moi, parce que forcément je ressens de la gratitude. Mais ce qui est très important, c'est que vous permettez à ceux qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionnait, qui n'ont pas les clés de la réussite, à se sortir de là où ils sont. Et grâce à vous, il y a des gens que je rencontre dans la rue, il n'y a pas longtemps, de gens sur Marne, il y a un gars qui dit « Waouh, super, le cerveau, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je ne savais pas que mes jambes, quand elles tremblaient, je pensais que j'étais un fail quand on m'agressait. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient réussi et qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient monté des business. » Mais j'ai dit, je te le dis, et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont chercher les informations après. Mais encore une fois, c'est grâce à vous. Donc continuez à partager, continuez à faire le job, parce que c'est grâce à vous. Donc je serai toujours, vraiment par rapport à ça, je vous remercierai tout le temps. Continuez, faites bénéficier vos familles, vos copains, diffusez de l'information, partagez, critiquez, envoyez des posts. Moi, je me nourris. Et vous savez que toutes les vidéos que vous voyez, la plupart, maintenant depuis 1 an, c'est vos idées. Je me nourris de vos idées. C'est ce que vous me proposez. J'ai un problème. Hier, il y a un monsieur qui m'a appelé, il fait 250 kilos. Donc au début, je dis, plaisante, c'est pas possible. Si, 250 kilos. Et il me dit, je suis dans mon lit, je ne peux rien faire. Je lui dis, au moins tu peux lire. Tu peux lire. Peut-être que tu vas pouvoir travailler ton mental. Et tu vois, quand ton mental va aller mieux, ton physique va aller mieux. C'est une dynamique. Et en fait, ce que je vois, c'est pourquoi je réalise plein de tutos différents. Et j'ai commencé par la self, parce que c'est mon cœur de métier à la base. Mais j'ai développé parce qu'en self, c'est une toute petite partie. Il y a tellement de choses à faire. Et vous allez voir que plus vous allez diffuser, plus vous allez avoir accès à l'information et plus on va s'éclater. Et je dirais une seule chose pour terminer, vous les fans, c'est qu'on avance ensemble. On avance ensemble, il n'y a pas de rythme. Quand j'avance, vous avancez. Quand vous avancez, j'avance. C'est ce qu'on appelle un partenariat. Le coaching, c'est du partenariat. Les gens que j'ai en conférence, c'est comme mes élèves en one-on-one. J'utilise juste un outil, un réseau différent. C'est l'outil d'information qui est différent, mais le contenu est le même. Je m'adresse à vous en conférence comme je m'adresse à mes élèves. C'est pour ça que je suis souvent naturel. Continuez comme ça et encore une fois, je vous remercie. Le travail, c'est vous qui le faites. C'est ce que je voulais dire à mes fans, c'est important. Alors Franck, merci beaucoup. J'ai plus de questions. Ça a été une très belle expérience, très enrichissante. Merci beaucoup. J'espère que tes fans apprécieront aussi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Déjà, je tiens à te remercier. Je te remercie beaucoup pour le temps passé. Le message, si j'avais un message à vouloir faire passer, s'il fallait retenir quelque chose, c'est il faut toujours rester humble, savoir d'où on vient, que ce que je connais, ce que je vous diffuse, c'est des gens qui m'ont appris. Je vous ai expliqué déjà, c'est qu'on est toujours dans l'enseignement, on est programmé pour enseigner. Donc ce que j'ai appris, c'est des gens qui m'ont appris. C'est pour ça qu'il faut rester humble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à mon âge, ma carrière, elle est passée. Maintenant, ce que je veux, c'est en fait leur donner les moyens de faire ce que moi j'ai réussi à faire. C'est pas exceptionnel, d'autres ont fait mieux que moi, d'autres vont encore mieux que moi. Mais ce que j'ai pu faire, c'est leur permettre d'avoir l'envie de développer ce potentiel. Et encore une fois, je vois des gens changer au quotidien. On ne voit pas assez les gens qui on voit souvent les gens qui fonctionnent mal ou les choses qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de gens qui ont changé leur vie. Donc le dernier message, c'est bougez vos fesses. Faites ça avec méthode. Faites-vous coacher, regardez ce qui se fait, allez voir les meilleurs, entourez des gens qui réussissent, entourez des gens qui réussissent, et vous allez voir que même ceux qui sont perdants entre parenthèses ont tendance à se laisser aller, vont être tirés par vous. Vous allez les influencer, et c'est ce qui m'intéresse, aider les gens pour qu'on aille beaucoup mieux, tous. Moi, au moins, j'aurais fait un passage sur Terre, j'aurais été utile. S'il fallait retenir ça, c'est au moins avoir pu passer ce message. Vous savez d'où je viens, vous savez où je suis arrivé. Ce que je suis sous la lumière entre parenthèses, mais il y a un parcours avant qui n'a pas été simple. Mais j'ai franchi les étapes, comme vous allez les franchir. Voilà. C'est donner la foi, l'envie de construire, de se développer. Voilà. Je vous dis à bientôt, à très vite, parce que j'ai plein de projets encore. Et encore une fois, je te remercie beaucoup. Merci Franck. Salut.